Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler de la place de la toxine botulique dans la dystonie. Alors, c'est vrai que c'est la toxine botulique, vous allez me dire que c'est pas très actuel, enfin c'est ancien, on l'utilise depuis les années 80. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de nouveau? Alors c'est plus sur... je vais vous parler surtout, essentiellement de la dystonie cervicale. C'est là où il y a le plus d'articles récents qui sont sortis, notamment sur leur prise en charge, sur les effets de la toxine botulique, notamment au long cours, les effets indésirables et les outils qu'on peut utiliser pour s'aider à injecter les patients dystoniques dans ce cadre-là. Mes liens d'intérêt. Alors, tout d'abord, quand on parle de dystonie, je vous rappelle, la dystonie, c'est un trouble, un mouvement anormal involontaire. Il y a des prises de posture, peut-être plus ou moins fixes, intermittentes, qui peuvent s'accompagner de douleurs, qui peuvent toucher n'importe quelle partie du corps. Et lorsqu'on a une dystonie, il faut, en vue d'un traitement, il faut effectivement distinguer les dystonies focales, segmentaires, donc localisées, des dystonies généralisées. Là, ce qui va nous concerner, c'est plutôt le cas des dystonies focales segmentaires, où c'est beaucoup plus approprié, accessible à la toxine botulique. Pour ce qui est de la physiopathologie, Jean-Pierre Bleton vous en parlera dans un topo suivant. Alors, les différentes toxines, dans les nouveautés actuellement, en tout cas en France, il n'y a pas de grande nouveauté. On est toujours sur les 3 toxines de sérotype A. Et il y a 2 nouvelles toxines en cours, j'ai envie de dire, en cours d'études, qui ne sont pas disponibles en France. C'est le neurobotulinum et le daxibotulinum. Bon, à voir ce que ça va donner et si on va pouvoir les utiliser dans les prochaines années, mais pour le moment, elles ne sont pas disponibles. Elles existent, mais elles ne sont pas disponibles. En 2024, quel est le choix du protocole d'injection? Je pense qu'on peut établir quelques règles de base au vu de l'expérience et de ce qui est décrit dans la littérature. Alors bien sûr, il faut, dans le cadre de la dystonie en tout cas, et particulièrement de la dystonie cervicale, puisque je vais vous parler sur tout ça, il faut bien interroger les patients, examiner les patients pour déterminer finalement les muscles à injecter. On peut s'aider pour identifier les muscles principalement impliqués pour minimiser les injections. On peut s'aider de l'EMG, d'une analyse cinématique, et ça va permettre de réduire la complexité, le nombre de muscles injectés, ce qui est préférable, puisqu'à chaque fois que vous injectez, c'est quand même une injection, c'est pas anodin, ça peut faire un petit peu mal, ça reste une piqûre invasive. Je pense que pour les patients qui ont des dystonies complexes, il faut commencer simplement et complexifier le schéma d'injection séance par séance, au fur et à mesure qu'on voit les patients en fonction de leur réponse thérapeutique, de ce qu'ils vous rapportent en termes de bénéfices et de tolérance. Et je pense que la dose injectée est fonction principalement de la sévérité du trouble, du pattern de la dystonie, de l'expérience clinique de la personne qui injecte et aussi, bien sûr, du volume musculaire à injecter. Et bien entendu, il ne faut surtout pas injecter un muscle si on n'est pas sûr, convaincu de son efficacité. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler essentiellement de la dystonie cervicale, c'est là où il y a le plus de choses qui sont sorties récemment en termes de publication. Et alors peut-être que tout le monde n'est pas familier, mais en termes de dystonie cervicale, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, il a été établi par l'équipe de Rachel qu'il fallait changer un petit peu de terminologie en fonction du niveau d'atteinte au niveau rachidien, à savoir qu'on définit des mouvements de rotation par le terme tortille, des mouvements d'antéflexion ou de rétroflexion par les termes anté et rétro, et des mouvements latéraux par le terme latéral. Et à cela, en fonction du niveau impliqué au niveau cervical, à savoir si c'est au niveau, si ces mouvements sont appliqués au niveau cervical haut, entre l'atlas et l'axis, le reste du rachis donc, cervical,
on va parler de caput. Et si le mouvement est plus bas, s'il implique vraiment le coup par rapport au tronc, en fait, entre donc C7 et le reste du rachis dorsal, on va parler de colis. Vous avez ici, on ne va pas les reprendre bien sûr, mais l'ensemble des muscles cervicaux impliqués, vous voyez que c'est très complexe, donc il faut bien analyser d'un point de vue phénoménologique le mouvement, donc que ce soit un latéraux, un torti, ou un antéro ou un rétro, caput ou colis, et ce qui va vous permettre de définir les muscles à injecter, en tout cas les principaux muscles à injecter. Et ça, en fait, ça va être fonction. Vous voyez ici, j'en ai mis quelques-uns. Vous avez des muscles qui s'insèrent au niveau du crâne, d'autres qui s'insèrent uniquement au niveau du rachis cervical. Et c'est ça qui va faire que vous aurez soit du caput, soit du colis. Donc voici schématiquement les différents types de mouvements que vous pouvez observer. En termes de torti, colis ou caput, eh bien, comment vous allez définir d'un point de vue sémiologique les choses? Eh bien, il faut prendre comme repère le creux sus-sternal et la paume d'Adam. Et si vous avez un maintien de la verticalité entre ces deux repères, ça veut dire que c'est uniquement la tête qui tourne, et dans ce cas-là, on parlera de torti-caput. En revanche, si la paume d'Adam se déplace par rapport à la verticalité, on parlera de torti-colis. On fait de même pour ce qui est du latérocolis, latérocaput. Vous voyez que si c'est juste la tête qui se mobilise, la verticalité est conservée. Si c'est le cou qui est impliqué, on perd cette verticalité. Et pour l'antécaput et l'antécolis et le rétrocolis et le rétrocaput, même principe, mais vous prenez comme repère l'oreille et l'épaule, et vous regardez s'il y a un maintien de la verticalité à ce niveau-là. Alors, il y a des formes plus complexes qui vont être une combinaison en fait des mouvements que je vous ai montrés précédemment. Par exemple, vous avez le lateral shift, et donc vous avez ici, vous pouvez imaginer que c'est un latérocolis accompagné d'un latérocolis controlatéral de la tête, ce qui vous donne ce shift. Et puis, vous pouvez avoir aussi un sagittal shift, c'est-à-dire un rétro-caput finalement, accompagné d'un antécolis. Donc, vous pouvez avoir des combinaisons assez complexes. Donc, c'est important de bien analyser le mouvement pour essayer de déterminer quels sont les muscles concernés et que vous allez donc être amené à injecter. Alors, pour ce qui est de la littérature, on sait très bien que suite à une injection de toxine botulique, il y a une très bonne efficacité. Hein. La toxine botulique existe depuis le début, enfin, on l'utilise depuis le début des années 80, ça marche très bien dans différents types de dystonie, ou même dans la spasticité, on verra ensuite. Et classiquement, on va dire, on utilise comme score dans la dystonie cervicale le score de le Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale, qui a un score avec 3 segments, un qui évalue la sévérité qui est sur 35, un qui évalue l'invalidation, en quelque sorte, le handicap généré qui est sur 30, et l'un et l'autre qui évalue la douleur qui est un score sur 20. Et on sait que classiquement, suite à une injection de toxine botulique, dans la dystonie cervicale, eh bien, vous avez une amélioration de ce score versus la baseline de environ 6 points. Sur le score de sévérité, donc sur 35. Alors, je vous ai mis en gras, les données que je vous synthétise là, c'est par rapport à tous ces articles qui sont en bas à droite, et particulièrement celui de Petraka, qui est assez récent. Et ce qu'on note, c'est que dans cette étude, c'est une étude rétrospective, où 23 patients atteints de dystonie cervicale ont été inclus, et c'est des patients qui ont été suivis pendant 25 ans avec des injections de toxine botulique. Et on a un score, alors c'est pas le TWSTRS, mais c'est un score qui s'appelle le Clinical Global Assessment, qui est un score donc, qui va de 0 à 6, avec l'amélioration maximale étant 6. Et c'est un score là dans cette étude rétrospective où ils ont noté qu'il y avait une CGA médiane
qui était à 4, ce qui correspond à une amélioration de 60-80%, avec une CGA moyenne qui est supérieure à 4 dans 78% des injections. Donc un très bon résultat, hein, on le sait, les injections de toxines botuliques, ça marche très bien. Donc on le voit là, c'est valable aussi pour les dystonies cervicales. Alors pour ce qui est de l'efficacité à long terme, on peut synthétiser en disant que en fait, l'efficacité apparaît au bout de 10-15 jours. Ça, c'est vraiment ce qu'on observe et ce qu'on dit aux patients lorsqu'on les voit et lorsqu'on va les injecter. Avec une disparition de l'effet qui est environ au bout de 12 semaines après l'injection, et particulièrement lorsque c'est des dystonies cervicales acquises versus les dystonies cervicales idiopathiques. On a, là aussi, c'est ce qui est souvent retrouvé dans les autres types de dystonie, on a souvent un pic d'efficacité à 4 semaines et on observe aussi une durée du bénéfice apporté par les injections de toxines botuliques qui est plus longue au fur et à mesure qu'on répète les injections. On a un bénéfice à répéter les injections et on note une amélioration au fil du temps. Il n'y a pas de différence notoire entre les différentes toxines de sérotype A qui est relevée. En termes d'effets secondaires, c'est assez logique, on injecte les muscles au niveau du cou, et donc on peut avoir une faiblesse au niveau des muscles postérieurs du cou qui sont particulièrement injectés dans le cas des dystonies cervicales. On peut aussi observer parfois des dysphagies et des douleurs suite aux injections, probablement parce que vous avez touché un petit vaisseau et qu'il y a un petit hématome qui régresse classiquement. Ce qu'on observe aussi dans la littérature, en faisant la synthèse un peu de tout ça, c'est qu'on a finalement, ces dernières années, vous savez peut-être, il y a de plus en plus de publicité, j'allais dire, d'incitation à utiliser les appareils d'échographie pour se repérer, en plus des appareils d'UMG éventuellement. Et finalement, ce qu'on observe, en tout cas pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de grand changement sur la façon de procéder, puisque vous avez quand même encore, on va dire, 3/4 des injections qui se font toujours sans guidage, ce qui est assez courageux, j'ai envie de dire. 22% qui se font sous EMG et seulement 4% sous échographie, ce qui est quand même pas beaucoup. Et vous avez 0,5% qui se font à la fois avec EMG et à la fois avec ultrasons. Ce guidage, il est souvent préférentiellement utilisé lorsque les schémas sont complexes, effectivement, pour mieux se guider, mieux repérer les muscles et analyser l'architecture musculaire du cou. De la même façon, curieusement, on n'observe pas tellement de changements au cours des dernières décennies dans les muscles injectés, malgré le concept de col-cap que je viens de vous décrire, qui remonte à 2011-2012. Donc finalement, les modalités d'injection, malgré cette tendance, n'ont pas été modifiées. Alors qu'est-ce qu'on observe comme barrière et comme élément qui facilite l'efficacité et les traitements de la toxine botulique des patients ayant une dystonie cervicale par la toxine botulique? Il y a une revue là, de Boyce qui met en évidence que en fait, les patients arrêtent les injections de toxines botuliques dans 20% des cas de dystonie cervicale, ça va de 6 à 48%, ça dépend des articles. Et en examinant, en étudiant 8 études donc c'est une analyse jusqu'en 2021, qui a été faite jusqu'en 2021, avec 8 articles, 8 études, qui portaient sur 1764 patients adultes atteints de dystonie cervicale, isolée focale et idiopathique. Et ce qu'on observe, c'est différents obstacles et facteurs facilitant la satisfaction à l'égard de la thérapie par toxine botulique. Et parmi les barrières à la satisfaction aux injections de toxine botulique, on retrouve des éléments directs. Donc c'est la non-réponse au traitement, avec dans certains articles jusqu'à 70% des patients chez lesquels on n'observe pas de réponse suite aux injections de toxine botulique. Les effets secondaires, la chute de la tête suite aux injections notamment des muscles postérieurs, ce qui est assez logique, de la dysphagie, des échappements, des pertes d'efficacité du traitement en deçà de 3 mois, et puis
Un des freins aussi, c'est la connaissance, les compétences, l'expérience des médecins qui pratiquent les injections de toxines botuliques, puisqu'il est rapporté dans certains articles que 77% des patients potentiellement reçoivent des injections de toxines botuliques qui sont inadaptées en termes de dose et de muscles ciblés. Heureusement, ce n'est pas un article qui montre ça. Et dans les variables indirectes, l'accès limité à ce type de traitement. Hein, on sait qu'on n'est pas beaucoup d'injecteurs, en tout cas neurologues, à pratiquer appliquer ce type de traitement pour les dystomies cervicales. Il y a le coût aussi, le fait que comme il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup de médecins qui pratiquent ces injections, ça nécessite des déplacements, ce qui n'est pas simple. Le timing, les délais de prise en charge, de rendez-vous, d'intervalle de rendez-vous, etc., etc. La disponibilité aussi de la toxine botulique, hein, il faut que ce soit, comme vous le savez, pratiqué dans une structure hospitalière, enfin qu'il y ait une pharmacie dans une structure, que ce soit une clinique ou un hôpital. Et puis il y a aussi le fait qu'il y ait des troubles non moteurs, des patients qui se plaignent particulièrement de douleurs dans une dystonie cervicale, et qui, si c'est leur plainte principale et qui ne sont pas soulagés par la toxine botulique, ben, ils risquent d'abandonner ce type de thérapie. Les facilitateurs, alors là aussi il y a des facilitateurs, des éléments qui vont aider directement ou indirectement. Sur le plan direct, c'est ben, on a quand même une efficacité franche de la toxine botulique, puisqu'on a 63 à 78% des patients qui sont soulagés de leurs symptômes. Le fait d'avoir la possibilité d'ajuster les intervalles de rendez-vous pour pratiquer les injections, puisque, comme on l'a vu, l'efficacité de la toxine botulique, elle est plutôt autour de 3 mois en général, on va dire, grosso modo. Et donc, si vous êtes un peu isolé, que vous avez beaucoup de patients, vous n'allez pas pouvoir leur donner des rendez-vous tous les 3 mois, et du coup, entre-temps, au-delà de 3 mois, leur état va se dégrader de nouveau jusqu'à ce qu'ils puissent vous voir et vous consulter. L'expertise, je veux dire, des médecins est importante dans la prise en charge de ce type de traitement et va permettre d'améliorer d'autant plus la prise en charge et le bénéfice apporté suite aux injections de toxines botuliques. Et puis indirect, bah, c'est comme on vient de le dire, hein, c'est l'accès effectivement au traitement et l'adaptation en fonction des souhaits du patient, de ce que rapporte le patient en termes de bénéfices et de tolérance. Alors à la question subsidiaire, on parlait d'ultrasons, c'est un petit peu à la mode là, ces dernières années. On nous incite beaucoup à utiliser les ultrasons, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte? Donc il y a quelques articles qui ont travaillé là-dessus, sur le bénéfice apporté, le bénéfice supplémentaire apporté par les ultrasons versus les repères anatomiques, finalement. Et donc là, dans la dystonie cervicale, il y a une étude prospective partiellement blinded, et c'est une étude donc, sur la dystonie cervicale, les injections de toxines botuliques dans la dystonie cervicale, où on observe une amélioration classiquement chez 70-90% des patients en dehors de toute utilisation d'ultrasons. Et là, donc, il y a eu 2 bras. Un bras... alors, je confonds avec l'autre étude, pardon. Et là, dans cette étude, il y a eu 35 patients, pardon, 12 hommes et 23 femmes qui ont été inclus dans cette étude. Et ce qui a été fait, c'est que ces personnes ont eu successivement une première injection uniquement avec les repères anatomiques avant l'injection. Et il y a eu une deuxième session avec un délai d'au moins 3 mois. Et cette fois-ci, cette deuxième injection a été faite à l'aide de l'appareil d'échographie. Dans 80% des cas, chez ces patients, la dystonie cervicale était d'allure complexe et pas simple comme on pouvait le voir sur les schémas. Ce n'était pas juste un latérocolie, juste un torticolis, etc. Ce qu'on observe dans cette étude, c'est que les muscles les plus injectés étaient
le splénus capitis, le sternocleidomastoïdien, le trapèze, le semispinalis capitis et cervicis, l'obliquus capitis inférieur, le scalène médian et le levator scapulae, ce qui est effectivement les muscles les plus injectés couramment. Et donc ce qu'on voit, c'est que, comme attendu, même avec les repères anatomiques simples, avec l'analyse sémiologique de la dystonie cervicale, eh bien le score TWSTRS s'améliore de moins 7,6 points par rapport à la baseline, par rapport à avant injection. Le score de sévérité également s'améliore, et vous avez d'autres scores que je ne détaillerai pas qui s'améliorent également. Donc il y a un effet clairement des injections de toxines botuliques juste avec l'analyse sémiologique avec les repères anatomiques seuls. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'avec les ultrasons, on a aussi une amélioration, mais là, sur tous les items. Donc, j'ai encore pas mal de choses. Bien. Donc, ensuite, sur les... Est-ce que dans la dystonie cervicale, les injections de toxines botuliques par ultrasons ont modifié nos pratiques? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est un article d'Alexandre Kreisler où là, il y avait pareil un groupe, enfin, il y avait un groupe sans ultrasons et un groupe avec ultrasons. Je vais parler seulement du groupe avec ultrasons. Dans le groupe avec ultrasons, en fait, c'est un groupe où ils ont été traités pendant un certain nombre d'années, vous voyez, juste avec les repères anatomiques. Puis, il y a eu 12 cycles pendant 3 ans et demi avec ultrasons. Et donc, ils ont pu comparer les effets de la toxine botulique juste avec les repères anatomiques et ensuite avec les ultrasons. Et ce qu'on peut voir, pour faire bref, c'est qu'on a sous ultrasons versus les repères anatomiques, on a plus de muscles injectés puisqu'on visualise mieux le coup. Et en revanche, le nombre d'injections est plus élevé, mais la dose par muscle est moindre et on peut accéder à des muscles plus profonds. Donc l'échographie pour la dystonie cervicale, d'un point de vue pratique, elle est utile plutôt pour les schémas complexes et les muscles profonds. Bien sûr, il faut que les gens soient expérimentés, non seulement en injection de toxines botuliques, mais aussi dans l'utilisation de l'appareil d'échographie, qu'ils aient quand même un minimum de connaissances d'anatomie. Ça permet, les ultrasons, de préciser les injections, de bien cibler les muscles à injecter. Il y a moins de propagation de la toxine botulique aux muscles adjacents, puisqu'on visualise les choses et on peut cibler, donc il y a moins d'effets secondaires attendus. Et idéalement, en fait, pour les injections de toxines botuliques dans les dystonies cervicales, l'idéal serait d'utiliser les ultrasons, certes, mais associés à l'électromyographie. Rapidement, donc il n'y a pas de niveau suffisant de preuve de la supériorité des injections de toxines botuliques sous écho versus les autres modes de guidage. Il y a quelques pistes intéressantes pour le repérage seulement, pas l'injection, mais pour le repérage des muscles à injecter avec le PET et la scintigraphie, mais vous pensez bien qu'on ne va pas faire un PET et une scintigraphie à tous les patients tous les 3 mois, c'est un petit peu compliqué. Un travail très intéressant, très récent de l'équipe d'Albanese sur la douleur dans la dystonie cervicale, j'en parlais. Les patients sont soulagés de leur mouvement dystonique, mais c'est important aussi de les soulager de la douleur. Et donc dans cet article, on sait que 55 à 90% des patients atteints de dystonie cervicale ont de la douleur, qui est jugée modérée à sévère par 71% d'entre eux. Donc là, c'est une revue de 4 études de phase 3-4 sur l'effet de l'incobotulinum de type A sur la douleur chez 678 patients atteints de dystonie cervicale, avec l'échelle, la sous-échelle de douleur du TWSTRS qui est sur 20, et une échelle visuelle analogique. Et ce qu'on observe, c'est que 64,4% des patients souffrant de douleur au départ, suite à l'injection, à 4 semaines, vont être améliorés de moins 1,25 points et même de 1,29 points pour les patients qui ne prennent pas de traitement antalgique
de base. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le schéma en bas, c'est qu'il y a une tendance à amélioration progressive après chaque séance d'injection de toxine botulique. C'est ce que je vous disais, hein, la répétition des injections améliore le bénéfice apporté par les injections de toxine botulique. Bon, je vais passer, du coup, là vous avez des patients, je vous montre juste ça. Voilà un patient qui a une dystonie cervicale, qu'on voit là. Et donc, ce qu'on peut voir sur la photo de dos, c'est que vous voyez le pli du cou qui est plutôt latéralisé du côté droit, avec un patient qui a une inflexion de la tête sur une latérocolie à droite et un petit peu en arrière, ce qui laisse suggérer qu'on a la mise en jeu du lévateur scapulaire et ici qu'on injecte, on voit l'injection ici au milieu, sous échographie comme c'est figuré juste au-dessus. Alors, il y a une étude spécifiquement sur les dystonies en rétrocolie et rétrocaput, dans laquelle donc, il y a 18 rétrocaput et 16 rétrocolies. Donc, on observe ça a été fait sous guidage EMG. Et en fait, vous avez ici les muscles les plus fréquemment injectés. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes que ceux que j'ai précités, ceux qu'on fait classiquement. Des muscles plutôt postérieurs. Et ce qui est assez, pour aller vite, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce soit un rétrocolie, vous voyez, le protocole est assez semblable à celui réalisé pour les patients qui ont un rétrocaput. Donc finalement, le concept de col-cap qui était censé nous faire changer nos pratiques, on voit que finalement, on fait un peu la même chose devant un rétrocolie versus un rétro-caput. Voilà. Donc juste, j'ai bientôt fini. Donc je vous ai dit, la toxine botulique, c'est très efficace sur les dystonies focales, segmentaires, notamment les dystonies cervicales. Il ne faut pas oublier que les dystonies cervicales, on peut aussi les observer chez les patients qui ont des dystonies généralisées. Par définition, ils ont une dystonie généralisée. Donc cette dystonie généralisée, elle peut aussi toucher le cou des patients et notamment vous avez une maladie génétique qui est très fréquente, les YT1. C'est une dystonie généralisée à pénétrance incomplète qui touche les sujets jeunes qui commencent au membre inférieur. Et hop, je montre juste quelques... Je sais pas comment... Alors allez-y, venez vers moi. Vous voyez, c'est une dystonie généralisée et on voit qu'il y a aussi une dystonie cervicale du coup, en latéro-colie gauche. Je passe. Et donc, ces patients-là vont bénéficier d'autres thérapies telles que la stimulation cérébrale profonde. Ça marche très très bien. On a parlé un petit peu de la stimulation ce matin. Mais ils peuvent aussi éventuellement, s'il y a des résidus, bénéficier de toxines botuliques. Enfin, il y a des causes spécifiques aux dystonies cervicales et dans ce cas-là, il va falloir traiter les patients de la cause spécifique. Vous avez ici un article d'Aurélie Méneret qui a repris un petit peu tous les mouvements anormaux hyperkinétiques traitables, et notamment, je vais vous donner un exemple de dystonie métabolique qui est lié à un hypocortisolisme. Et donc c'est un patient qu'on a eu dans le service qui avait une dystonie cervicale, qui avait en plus aussi un syndrome parkinsonien associé. Donc il y avait des mouvements très limités du cou, et j'avance, et qu'on a traité, de son hypocortisolisme et qui allait beaucoup mieux à la fois sur le plan du syndrome parkinsonien et du maintien de la posture cervicale également. Bon, je ne suis pas obligé de... Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'efficacité de la toxine botulique pour la dystonie cervicale est très forte et très bonne, qu'il y a un intérêt du guidage pour pratiquer ces injections de toxine botulique, notamment de l'échographie et de l'EMG, éventuellement de l'association des deux si vous en sentez capable et si vous en êtes capable. Ce qui peut aider pour orienter vers la cible à injecter, le muscle à injecter, le ou les muscles à injecter, c'est de pratiquer un enregistrement du mouvement anormal, voire une analyse cinématique du mouvement. Et comme je le disais, assez curieusement, depuis qu'il y a le concept de col-cap qui a été établi,
finalement, on s'aperçoit que les schémas utilisés restent assez similaires à la période avant concept call cap, ce qui est assez curieux et ce qui veut bien dire que les gens ont du mal à intégrer et s'approprier ce concept, en tout cas pour le moment. L'autre chose, c'est qu'on voit que les études, c'est beaucoup des études rétrospectives de petites, peu de patients, et donc je pense que c'est important de développer des études prospectives avec des injecteurs expérimentés aussi, parce qu'on l'a vu, le fait d'être expérimenté, de savoir déjà bien injecter, mais aussi éventuellement savoir bien utiliser un appareil d'échographie, ça peut modifier, forcément biaiser les résultats. Donc c'est important d'avoir des choses bien conduites et bien menées. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des traitements spécifiques pour des maladies spécifiques lorsqu'on a des dystonies cervicales qui ne sont pas forcément donc idiopathiques.